Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je suis dans la Melon Mobile pour vous parler d'un film que j'ai vu en salle ce mercredi. En fait j'en ai vu deux, mais avant de vous parler plus tard de Blue et compagnie, pardon, il va être question aujourd'hui de La planète des singes, le nouveau royaume, ou en version originale Kingdom of the Planet of the Apes. Il n'y a pas de nouveau royaume dans le titre original, qui est donc, si je compte bien, le 10e long métrage de la saga Planète des singes au cinéma. Celle-ci avait commencé en 1968. Bon, il y a eu un reboot aussi entre-temps. Et là, alors, le 4e des préquels, puisque celui-ci fait clairement suite à la trilogie qu'on a eue il n'y a pas longtemps, la trilogie Matt Reeves, entre guillemets, Fox, mais bon là, comme Fox, maintenant c'est Disney, eh bien, on va donner ici la réalisation de cet opus un réalisateur plus adolescent, Wes Ball. Alors je dis cela parce qu'il s'est occupé de la saga Labyrinthe, que je n'ai pas vu, toujours pas. Voilà, donc bon, je ne l'ai pas rattrapé avant ce film, peu importe. Et au casting, bon, nous avons véritablement que deux humains. Voilà, Freya Allan qui joue donc la fille centrale au récit, Nova ou May, c'est à deux noms. Et William H. Macy qui est là aussi, voilà. Pour un rôle que je vais tenir un peu secret pour l'instant, il y aura une zone spoiler quand même. Tandis que les différents singes que nous voyons en capture de mouvement, quoi, motion capture. Alors il n'y a plus Andy Serkis, mais il y a Kevin Durant par exemple, ou Owen Teague qui joue le héros Noah. Voilà. Et alors l'histoire se déroule many generations later, c'est au début ça. Après quand même une scène flashback, enfin j'y reviendrai après, peu importe, ça c'est pas un spoiler, on pouvait ne pas s'y attendre quand même, donc je verrai. Donc on est, allez, plus de 300 ans après la mort de César, on est vers 2328, j'aime bien au synopsis, vers 2328, ils n'ont pas précisé le jour, l'heure, c'est un jeudi, en tout cas au début du film, non mais ça me fait marrer. Donc il y a plusieurs clans de singes évidemment maintenant qui se sont bien installés sur la Terre et les humains régressent de plus en plus à l'état sauvage, voilà, on l'a vu dans la trilogie d'avant à cause de cette grippe simienne. Eh bien, les survivants n'ont plus la parole et régressent intellectuellement. Bref, donc malheureusement, les singes ensemble, le rêve de César, c'est pas trop ça, puisque là, par exemple, on a le clan des aigles, je crois que c'est ça, bon, un village où ils élèvent des oiseaux, des aigles, dès qu'ils vont chercher des œufs, dès qu'ils sont jeunes ados, enfin, jeunes adultes, bon bref, cette tribu va se faire attaquer, clairement, par des méchants singes masqués, des bonobos, je crois. Alors, je ne suis pas très spécialiste, mais l'idée est là. Des méchants singes, voilà, qui visiblement veulent réduire pas mal le peuple autour d'eux en esclavage, y compris d'autres de leur espèce. Et ces méchants sont menés par un César, mais un César qui s'est nommé ainsi de lui-même, c'est Proximus Caesar, qui en fait reprend, on va dire, l'idéologie césarienne, si vous voulez, mais en la détournant à ses fins de dictature et de domination frontale. Donc, ça va pas à ça. Alors évidemment, parmi le clan des aigles, là, il y a un jeune homme, enfin un jeune homme, non, un jeune singe du coup, désolé, Noah, qui, après avoir fait son rite initiatique avec ses amis, là, a récupéré des œufs pour après élever les... Alors c'est pas sympa quand même, ils vont voler des œufs à des aigles, c'est pas sympa du tout, mais bon, c'est pas grave, peu importe. De fil en aiguille, il va se louper d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a une humaine qui traîne là autour. Et donc, de fil en aiguille, c'est lui qui va tenter de se rattraper un petit peu de tout cela, et d'aller chercher donc les siens qui ont été kidnappés par le clan des méchants. Et sur la route, il va retrouver cette humaine et un orang-outan qui s'appelle Raka et qui est lui aussi, on va dire, un descendant de la pensée César. Mais lui, par contre, il a des principes positifs du César qu'on a connu, si vous voulez, en majeure partie dans les 3 films d'avant. Bon, bref. Idée de transmission, tout cela, et de lien entre les humains et les singes, parce que la jeune humaine, bon, les échos pour le clan des gentils singes, oui, elle est là, mais elle a l'air un peu différente des autres humains qu'on va croiser vite fait à un moment en mode troupeau lambda, bref. Et évidemment, il va y avoir pas mal d'aventures et ça va nous mener vers l'endroit où sont gardés captifs la communauté de Noah, avec les méchants singes, le méchant César et d'autres personnalités particulières, et une mission précise que je ne vais pas révéler pour l'instant. Alors, force est de constater que, je l'ai plus ou moins dit dans l'introduction, nous avons là un film qui est plus axé adolescence, j'ai envie de dire. Je n'ai pas vu les labyrinthes, mais j'imagine très bien que c'est un peu dans la même lignée. C'est moins sombre,
que la trilogie d'avant, et surtout que le précédent, Suprématie, qui était quand même assez dark là-dessus, fort, etc. Donc forcément, si vous êtes très attaché à la trilogie précédente, et à son évolution, son crescendo, là, il faut faire table rase un peu, même si c'est dans le même univers. Il y a un rafraîchissement nécessaire, j'ai envie de dire que Disney est là, oui. Hein. Une c'est édulcoré, j'en perds mes mots, mais l'idée est donc que ça s'assume en tant que tel. C'est peut-être dommage, parce que ça manque de profondeur sur plus d'un point, mais ça fait le café, dans le style, ça passe fort bien, parce que tu t'attaches en fait au personnage de Noah, et de l'humaine. Alors l'humaine peut-être moins quand même, mais j'y reviendrai après. Mais Noah et son rapport au père, à ses amis comme frères de peuple, ils sont nés au même soleil, tout ça, il y a tout un truc là, voilà. C'est très bien ça, il y a quelque chose, c'est très classique, hein, l'idée d'être le successeur, d'être le père ou non, d'être soi-même, hein, de se libérer, de libérer aussi. Un petit peu tout cela, et avec cette humaine qui a clairement quelque chose en tête. Et petit à petit, les deux vont s'apprivoiser, hein, vite fait. Et le personnage de l'orang-outan Raka est très très intéressant aussi. Il y a cette idée de se rappeler d'où viennent ces singes-là, et donc de César qui, malheureusement, s'il était encore en vie, là, le libérateur, le Moïse, si vous voulez, hein, des singes, bah, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. Enfin non, pas dans sa tombe, dans son bûcher. Parce que, bon, voilà. Il y a d'ailleurs des trucs intéressants sur l'évolution aussi des rites funéraires, hein, parce qu'à un moment, là, on enterre un mort que je ne vais pas révéler ici, vraiment en mode sépulture plus actuelle, alors qu'il y a, dans les anciens, c'était plus bûcher funéraire. C'est un petit peu comme l'humanité qui a évolué aussi, de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Il y a cet objectif-là, 300 ans sont passés, et malheureusement, les singes reproduisent les erreurs des humains aussi, de domination, de vouloir avoir plus, et de se faire mousser aussi en tant que leader. C'est particulier. Mais c'est un film qui va pas beaucoup plus loin pour une simple et bonne raison, c'est que c'est clairement, je pense, l'ouverture d'une autre trilogie, et qu'il faudra le replacer dans ce contexte-là. Tu sens que ça ne peut pas exploser, ça ne peut pas approfondir, ça ne peut pas aller plus loin dans le background de certains personnages, à cause de cela. Voilà. À cause du fait que ça va ouvrir des trucs. Alors quand même, il y a un petit souci, selon moi, autour du méchant dans Proximus Caesar, qui manque vraiment d'autres ambitions qu'eux. Avec son peuple et tout. C'est un petit peu facile, ce genre de groupe de méchants-là. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais bon, il en est ainsi. Niveau réalisation, franchement, Wes Ball fait le boulot. Parce qu'il y a des grands espaces entre la nature et les vestiges humains qui sont là. Moi, j'aime bien. L'introduction est... Bon, il y a une introduction préquelle, hein, voilà. Mais après... Nous avons des magnifiques envolées vers les sommets. Alors c'est très important ça, hein, comment récupérer les œufs et tout. C'est plutôt bien géré sur les espaces. La caméra bouge beaucoup. Il y a une scène donc de mise à sac du village qui est bien filmée un peu en plan séquence. C'est parfois sombre quand il le faut, mais sans trop l'être. Il y a des moments très beaux de niveau de photographie, je trouve, par exemple quand ils sont autour du télescope, là, où on se rend compte qu'il y a de l'intelligence, il y a quelque chose... Déjà, on veut voir ailleurs aussi, tiens, il y a cette idée de l'humanité comme avant, hein. On reproduit des patterns, des motifs. Donc franchement, c'est bien, mais ça prend pas de risque non plus. Et le film s'ancre dans la mythologie, la planète des singes, tant et si bien que, vers la fin, voilà, on va marcher le long d'une plage, ça va rappeler le premier de 1968, un petit peu quand même. Mais sinon, bon, au niveau acting, ouais, bon, la Freya Allen, c'est bien. C'est bien, elle joue pas bien son rôle là. C'est pas non plus extraordinaire, la motion capture est très efficace comme d'habitude, là on y voit vraiment que du feu, et puis ça s'améliore, et il y a des voilà, il y a du bon boulot là-dessus, il n'y a pas grand chose à en redire. Les thématiques, bah, je les ai plus ou moins évoquées là. C'est vraiment fluide et sans surprise sur ce point, mais je trouve qu'il y a un questionnement humain-singe qui va à la fin atteindre un point qu'il va falloir que j'évoque ici en spoiler. Bon, déjà spoiler pour l'introduction, parce que ça je m'y attendais pas, donc je le mets là. Oui, on voit donc César, hein, qui est brûlé et tout, donc on se souvient. Et puis voilà, puis le père de Noah qui meurt, voilà, donc ça c'est son sacrifice habituel pour que c'est le parcours habituel du héros, hein. Il subit sa crise et va devoir après récupérer les siens et passer plusieurs épreuves, hein. Le monomythe de Campbell n'est jamais loin. Je fais ça avec mes terminales en ce moment en cours, ça m'amuse. Il est partout de toute façon, dans ce genre de film. Et alors, la relation avec l'humaine May, parce que si elle s'appelle pas Nova au final, mais May, c'est qu'elle... Mais c'est marrant ça. Et bien c'est parce qu'elle parle, et elle parle très bien.
Bon, voilà, au début, elle se méfie, donc voilà, mais elle le parle super bien même. Et là, tu te dis, c'est très étrange. Genre, j'avais vu, vite fait, j'étais tombé sur... Parce qu'il y a eu des théories à cause du trailer où elle parlait visiblement. Et j'étais tombé vite fait sur un truc où je ne suis pas allé en profondeur dans la lecture, mais comme quoi, théorie, elle pourrait être une astronome venue du... Enfin, comme dans le premier film. Mais bon, quand même, là, elle doit avoir à peine la vingtaine, même pas, faut peut-être pas exagérer. Mais la fin va ailleurs. Et alors, ouais, bon, la mission au final, pourquoi le méchant singe veut des esclaves? Parce qu'il veut ouvrir un bunker extraordinaire, un truc militaire pour percer les secrets de la technologie humaine. Et en fait, l'humaine, là, qui reste, mais qui va rencontrer un autre humain joué par William H. Macy, qui s'est mis au service des singes, pourquoi pas. Alors c'est pour ça, César est devenu méchant, parce qu'il lui lit des trucs sur l'Empire romain, sûrement, bien sûr. Mais bien évidemment, si facile. Mais ouais, ils veulent ouvrir le bunker parce que voilà, hein, mais elle veut refuser cela parce qu'elle veut pas que les singes aient les mêmes trucs que les humains. Alors sur le papier, tu te dis pourquoi? Pour empêcher que les singes fassent la même bêtise que les humains avant? Il y a une ambiguïté qui va donc normalement devoir être développée dans la suite. Parce que figurez-vous que cette mission, elle ne se l'est pas donnée toute seule. Sa communauté réelle d'humains, eh ben, c'est des gens qui vivent eux aussi dans une forme de bunker, qui ont survécu à la grippe et qui n'ont pas eu d'effet négatif parce qu'ils ont dû se terrer sous terre très vite et qui l'ont envoyé là-bas pour qu'elle récupère une clé de décryptage afin que dans ce bunker, hein, il y avait ça. Pourquoi là? Pourquoi pas? Parce que bah, ça va réactiver les satellites et on va remettre la technologie humaine en place. Alors ça c'est intéressant, on peut imaginer une nouvelle ère humaine face aux singes développés, donc une reguerre à venir dans le 2 ou 3e film, parce qu'on se rappelle hein, les origines de 1968 le film et le roman, donc c'est plutôt dans l'an 3000 et quelques, donc il y a encore du boulot, il va se passer des trucs, il y aura sûrement un truc nucléaire qui va tomber, hein, voilà, ça on le sait, on le sent, mais bon on n'y est pas encore, ça pourrait être beaucoup plus sombre ensuite du coup, mais ouais cette idée à la fin j'étais un peu perdu, enfin pas perdu mais en mode, c'est un peu forcé quand même cette idée là d'hyper-technologie, les humains il y en a encore là qui y croient et maintenant ils vont pouvoir reprendre et elle est là, c'est presque en mode Walking Dead à la fin quand elle arrive là dans cet endroit. Ok, alors oui, des références, des clins d'œil, il y en a, alors je le dis comme en zone spoiler, mais je crois qu'il aime beaucoup Spielberg, Wes Ball, parce que quand tu arrives dans le bunker final et que les singes découvrent des trucs, tu as l'impression d'être dans Jurassic Park, hein, pareil, hein, quand ils doivent réactiver le courant. Avant, tu avais même un passage dans les hautes herbes, filmé en zénital, là, comme dans le monde perdu. Et alors oui, référence à la planète des singes, j'en ai vraiment sur cette plage à la fin, parce que là où le bunker va être inondé hein, par mai à la fin, il y a la petite poupée qui parle et qui dit « Mamie !» de la planète des singes. Donc oui, cet endroit, brrr, bah, c'est voilà, hein, Charlton Heston et tout, bah, c'est là-bas qu'il verra après plus tard en marchant la Statue de la Liberté. Ouais, bon, c'était pas moi que j'ai quand même fait ça avec les yeux quand j'ai vu la poupée là, je dis ouais, c'était pas obligé quand même. Ouais, c'est un peu de l'easter egg très appuyé, mais bon, à la rigueur, voilà. Je fais pas tout à fait la zone spoiler parce qu'il y a quand même à la fin une dernière confrontation intéressante où May va dire au revoir à Noah, pardon, qui fait sa petite vie et tout. Alors, il y a une dissension entre les deux parce que je comprends pas Noah que les humains veulent à tout prix embêter les singes quand même et que les humains tuent aussi parce qu'elle tue. Mais c'est quand même une humaine qui tue, qui est prête à cela, quand même une mercenaire quelque part. Et à la fin on sent qu'il y a une discussion et elle est à deux doigts de vouloir tuer Noah. Elle a quand même le gun derrière et elle se dit si ça tourne mal, je serai prêt à le tuer. Donc là, je pense qu'on peut en faire une personnalité ambiguë de May à l'avenir, presque une antagoniste potentiellement, si Noah revient et tout. Pourquoi pas? Mais du coup, voilà, c'est pour ça que le film, à la fin, tu es là et tu te dis, eh, mais t'as pas assez développé, t'as pas assez allé en profondeur, parce que tu sais que tu vas avoir d'autres films à faire derrière, si ça marche, ça va marcher. Je vais faire de la zone spoiler, donc c'est pas mal, hein, c'est bien, en fait, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Si je me mets avec mon recul autre que de ce que je pouvais en attendre, parce que je n'attends jamais grand chose des blockbusters à l'américaine de toute façon, je dis que pour un certain public ça va vraiment bien passer et que c'est pas réalisé non plus de façon horrible, c'est vraiment bien sur ce plan là. Mais ouais, c'est sûr que c'est très différent de la trilogie d'avant, il fallait s'y attendre. On n'allait pas re-rentrer là dans ce qui a déjà été bien consommé sur 3 films qui se tenaient bien. Par ailleurs, on va plus axer vraiment jeune public, mais vraiment frontalement ici. À voir ce que ça va donner après, parce qu'il y a quand même de la matière. Là, c'est vraiment une entrée voilà, dans l'art, là, où on ouvre des portes, mais on ne ferme jamais vraiment grand-chose. Donc, du coup, ça manque peut-être de matière autre que ce que ça nous expose. C'est le seul vrai gros défaut du film. Mais les personnages sont attachants, il y a une évolution qui est classique, certes, mais bien efficace.
Et voilà. Bon, la musique, c'est pas top, hein. Moyen, on va dire plus, mais par rapport à ce que Giacchino avait fait, notamment dans le précédent, bah, il y a un petit downgrade. Bon, Giacchino, il a composé la musique de Blue et compagnie, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Il fait pas que des bonnes choses non plus. Ouh, je sens que je vais être un peu plus salé sur la vidéo que je ferai sur la prochaine nouveauté. Non, pas. Parce qu'il faut que je réfléchisse sur ce film. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de La planète des singes, le nouveau royaume d'abord, et que je vous invite à donner votre avis. Donc dès que vous l'avez vu, et ce que vous attendez, si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, de ce film. À vous la parole. C'est vous. Les commentaires là. Maintenant, faites vivre cette vidéo, faites vivre le film aussi, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.